c'est Paola et Johanna, copines problématiques. Et aujourd'hui, on va parler d'avortement à la lumière de ce qui se passe en Pologne, où des femmes se battent, défilent pour dénoncer la mainmise du corps des femmes par les conservateurs et défendre un droit à l'avortement qui leur a été enlevé. Et d'ailleurs un combat qui porte ses fruits puisque le gouvernement polonais a reculé sur l'interdiction quasi totale de l'IVG, donc IVG, interdiction volontaire de grossesse. Et il nous a semblé donc être une bonne idée, enfin nous. C'était pas vraiment mon idée. Mais bref, finalement on a décidé de faire un sujet sur l'avortement. L'avortement qui est un droit acquis en France, qui a été acquis en France en 1975 et non remis en question depuis, ou presque, puisqu'en France, on critique davantage ce qu'on appelle, ou plutôt ce qu'une certaine dame, Marine Le Pen par exemple, appelle l'IVG de confort, entre guillemets. L'IVG de confort qui a été critiqué par certains politiciens et dont Marine Le Pen, mais qui est aussi critiqué par des praticiens de l'avortement, qui se posent des questions face à la pratique normalisée de l'IVG. Et donc, je vais expliquer ce qu'est l'IVG de confort, puisque c'est un terme probablement que vous ne connaissez pas. L'IVG de confort, entre guillemets, toujours, ok, c'est pas un terme qui est officiel. L'IVG de confort regroupe tous les cas où une femme a recours à l'avortement, alors que ça aurait pu être évité. Donc, quand une femme a recours à l'avortement, et pas comme une solution de dernier recours. Par exemple, quand il y a une absence de contraception, de préservatif durant le rapport sexuel qui a causé l'IVG ou qui a amené à une interruption volontaire de grossesse. Mais du coup, la question que j'aimerais poser pour orienter le débat, c'est si cet avortement de confort existe-t-il vraiment ? Parce que pour que l'avortement de confort existe, il faudrait que ce soit confortable d'avorter. Or, ça ne l'est pas, puisque si c'était confortable d'avorter, toutes les femmes vivraient bien leur avortement. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas confortable, ni physiquement, ni psychologiquement, d'avorter. Donc, pourquoi ce terme avortement de confort ? Est-ce qu'il est vraiment légitime ? On peut se poser la question également s'il n'y a pas un moyen de faire diminuer le nombre d'IVG pratiqués en France par année, qui est entre 215 000 et 230 000 IVG. Première question, on peut se demander aussi à qui est-ce la faute ? S'il y a quelqu'un à blâmer, bien sûr, s'il y a des personnes à blâmer. Est-ce que c'est à cause de l'accès, du manque d'accès à la contraception qui est à blâmer, ou bien est-ce à cause de l'éducation sexuelle, ou est-ce que les gens sont juste irresponsables ? Est-ce que les personnes qui couchent, les personnes sexuellement actives sont irresponsables ? Et est-ce que, même s'il y a un avortement, s'il y a un IVG de confort, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème qu'il y ait des femmes qui avortent comme elles couchent, c'est-à-dire, voilà, normalement, sans aucun problème, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Paola ? Trop de questions. Ben oui, enfin, je n'ai pas été introduit. Tu as fait hey, et puis tu as enchaîné sur tes 5 minutes. D'accord. Hey. Donc, ok, là, ça va dans tous les sens, mais tu fais ce que tu peux pour répondre. Hein. J'avais beaucoup de choses en fait. Je trouvais que c'était bien de poser plein de questions. Mais pas d'un coup. Voilà. Là, tu as dit un tas de choses d'un coup. Voilà, je ne peux pas répondre à la suite. Ok, je vais orienter et puis après je vais t'orienter vers autre chose, d'accord ? Donc, j'ai noté. Je suis une bonne élève. J'écrivais. L'avortement de confort. yes. Tu as dit que l'avortement de confort, c'est un avortement qui a lieu alors que le fait d'être enceinte aurait pu être prévenu par les deux acteurs. Exact. Ouais, d'accord, ok. Donc, nombre d'IVG en France, j'ai entendu 215 000, entre 215 et 230 000. Exact. Est-ce que c'est trop haut par rapport à une population d'à peu près 60 millions, me semble ? C'est une question. Voilà. C'est une question que tu me poses ? C'est une question que je me pose. D'accord, ok. Voilà. Parce que de toute façon, on va tomber dans la moralité avec ça. Parce que puisque ça excède
le parti de droite, parce que selon eux, c'est trop. Ouais. Mais quand on est 60 millions, voilà. Mais je pense que je vais faire un peu une analogie un peu ridicule, mais c'est comme pour le Covid. Enfin, en soi, il n'y a pas beaucoup de... au regard des 60 millions de personnes, il n'y a pas énormément de personnes qui sont atteintes du Covid. Et pourtant, c'est quelque chose qui est important. Voilà, on en fait une grande crise sanitaire. Exact. Mais pour l'avortement, alors, l'avortement, ce n'est pas juste quelque chose de personnel. Ça place dans l'économie et surtout dans le social. Aujourd'hui, dans les pays de... Tu peux développer. Ah oui. Dans les pays de l'Occident aujourd'hui, enfin, la France, par exemple, l'âge à laquelle les femmes accouchent ne fait que grimper depuis les années 70. Avec la pilule, la contraception fait que la contraception et le féminisme font que la femme a pris le contrôle sur sa reproduction. Voilà, on n'est plus assujetti au fait que il y a eu une relation sexuelle, je serais probablement enceinte si monsieur a joué à l'intérieur de moi. Je tiens à rappeler que même si on parle du droit à l'avortement, c'est une bonne chose que le droit à l'avortement existe. Pour ne pas qu'on c'est une très bonne chose. Ah oui, Johanna et moi sommes d'accord qu'aucune de nous ne voudrait que le droit à l'avortement soit annulé. Mais le fait que les femmes aient pris en contrôle cette reproduction et le fait qu'elles puissent entrer maintenant dans le monde du travail a fait que le nombre de naissances n'a fait que baisser. On est maintenant à ce stade, on a moins d'un enfant par femme dans l'Occident en moyenne. Ça veut dire qu'à chaque génération qui vient, le nombre d'individus diminue par 2. Mais il paraît que la France est le pays où il y a le plus de natalité en Europe. Oui, mais c'est toujours très bas si nous voulons qu'il y ait encore des gens dans le futur. C'est ce dont souffre la population japonaise en ce moment. Voilà. La politique chinoise de un seul enfant. Maintenant, ils ont arrêté tout ça. Ça n'existe plus, la politique d'un seul enfant en Chine. Voilà. Donc, après, on peut poser la question, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je veux dire, on est beaucoup sur la Terre. On n'est pas beaucoup sur la Terre. Ça, c'est une fausse, c'est une affirmation fausse. On n'est pas beaucoup sur la Terre. La quantité de terre qui est exploitée par les humains est encore infime par rapport à tout ce qui reste. Il y a encore des endroits sur Terre inexplorés. C'est vrai. Donc, inhabité aussi. Voilà, inhabité et inexploré. Pour moi, c'est une évidence que nous ne sommes pas trop nombreux à 7 milliards. Sachant que si on prend... Mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui parlent de surpopulation alors? Ils parlent de surpopulation parce qu'il y a une haute densité d'individus dans un endroit concentré. D'accord, dans les villes. Voilà, si on voulait... Voilà, il y a cet afflux vers les villes qui fait que les endroits ruraux sont moins attractifs, il y a moins d'économie, il y a moins de business, les jeunes ne veulent pas rester dans les endroits ruraux. Donc, bien évidemment, tout le monde migre vers le même endroit qu'est la ville et on parle de surpopulation. C'est normal. Voilà. Il y a plus de population à Amiens qu'à Mouy, où j'habite. Voilà. Mais c'est plus petit, Mouy aussi. C'est plus petit, mais la densité qu'elle pourrait contenir d'individus est beaucoup trop inférieure. D'accord. Ok. Makes sense. Voilà. Donc, surpopulation, c'est majoritairement dans des villes et pas sur la terre entière. Voilà. C'est surpopulation en fonction d'un territoire, d'un kilomètre carré défini. D'accord. Si on prend la surface entière de la Terre, il y a 0 surpopulation. C'est intéressant, ça, ce que tu dis. Ouais. Alors, je come back sur l'avortement. Oui, parce que, Voilà. Donc, on a la prise en charge de la reproduction, on a la baisse du nombre d'enfants, ce qui fait, la conséquence majeure, c'est vraiment ce fait que la population va être divisée par 2 à chaque génération qui suit. L'âge moyen pour qu'une femme ait un enfant, maintenant, en France, c'est 28 ans, il me semble. En 1960, c'était 20 ans. Voilà. Sachant que nous avons des enfants plus tard et nous en avons moins. Voilà, moi, à l'hôpital, j'ai encore des femmes qui étaient nées dans les années 50 qui me viennent et qui me disent, j'ai eu 10 enfants. Il y a très peu de jeunes filles de notre âge qui se disent, je veux avoir 10 enfants. Voilà. Effectivement. Voilà, tu as tout ça qui vient dans le fait que la droite également pense également à ce fait que cette population diminue
Et bon, bah, ça a ses conséquences. Qui va louer les Mais, maisons s'il n'y a personne? mais de la même manière que, par exemple, on est mal répartis sur la planète, il y a aussi des... Est-ce que c'est juste une question de natalité? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de parents. Est-ce Oui, qu'il faut quoi? Il faut que engrosser les femmes pour qu'on fasse plus d'enfants, enfin, pour régler ce problème de sous-natalité, ou est-ce que ce serait pas plus logique de rendre plus accessible, comment dire, l'adoption, etc. ah, mais, sauf que quand le calcul est fait, il prend en compte les enfants qui sont dans les orphelinats. Ah bon? Voilà, donc même en comptant ces enfants-là, parce que ces enfants-là sont déjà présents. Ils sont déjà présents dans un monde Mmh. où les femmes ont de moins en moins d'enfants. Donc, si D'accord. la tendance continue et que ces enfants-là grandissent et également, puisque la culture est que la femme doit faire moins d'enfants, eux aussi, ils feront moins d'enfants. Donc, on se retrouve à la même Mmh. conséquence dans 50 ans. D'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est la culture? Parce qu'il y a une culture aussi qui ne valorise absolument pas la famille et le rôle vraiment maternel de la mère comme c'était le cas avant. Et cette culture-là, elle est, comment dire, cette culture-là, dans la sous-natalité ambiante, c'est le point le plus important. L'avortement, c'est juste une conséquence. Donc quoi, on doit revenir en arrière et revaloriser le rôle de la mère et dire à toutes les femmes, oui, faites des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? La culture dont tu parles est le féminisme. Voilà, voilà la culture qui a permis l'émancipation de la femme et la sortie de la femme de la maison. C'est la féministe qui dit à la femme que sa place n'est pas dans la cuisine. Elle n'est C'est pas pas aussi en train de... l'individualisme, le fait qu'on met plus en âme, en comment dire, qu'on met plus d'importance dans l'individu que plutôt que dans la famille, la communauté, Euh, et donc on était l'accomplissement égal... personnel. Mais sauf que cela a été fait également avant l'apparition du féminisme comme mouvement. On valorisait toujours l'individualisme, sauf qu'il n'y avait pas ce message qui était adressé directement aux femmes de sortir de la maison. Mmh. Mais de toute façon, c'est assez contradictoire de rester à la maison, de continuer à faire plein plein de gosses et à s'occuper de ses gosses, etc. Et en même temps de, comment dire, de soi-même mettre beaucoup dans sa réussite professionnelle, personnelle, sur son développement personnel. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément deux choses qui coexistent assez facilement et naturellement. Sauf que c'est le message qui a été envoyé par les féministes des années 70. Elles ont dit aux femmes, You can have it all. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez être une mère excellente et chef d'entreprise. Sauf que c'est impossible. On ne devient pas chef d'entreprise en travaillant à, à mi-temps. Mmh. Voilà. Donc, au final, les femmes ne sont ni des mères excellentes et n'excellent pas non plus dans le milieu professionnel. C'est un rêve qui a été vendu. Mais bon, De nous parlerons de shade. féminisme plus tard. Voilà, je reviens sur l'avortement. Voilà. Mmh. Tu étais en train de Et sur la demander, mais en fait, voilà, tu es en train de dire en gros que oui, il y a eu un message, etc. Mais comme ce message-là, il n'était pas spécifiquement adressé aux femmes, c'était pas trop, elles n'étaient pas trop dans ce délire-là. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent être des individus et s'élever professionnellement et avoir de l'ambition et ne pas penser à fonder une famille. Enfin, est-ce que il y a que les hommes qui ont le droit d'être vraiment dans une démarche individualiste, etc., pour que ce problème se règle, parce que du coup, ce sera aux femmes de sacrifier. non, le problème n'est pas l'individualisme. Euh, Mm. Et je ne dis pas que les femmes, il y a des femmes ambitieuses. Voilà, toute femme avec un trait ambitieux doit le poursuivre jusqu'au bout. Sauf qu'il faut savoir Mm. que bah, ça vient avec des sacrifices. Voilà, on ne peut pas tout avoir. On peut avoir tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est très très D'accord. difficile vu la place qu'a toujours eu la femme dans la société. Voilà, Mm. qu'elle soit à la fois une mère bah, excellente, qui soit là, présente pour ses enfants à tout moment, et de réussir. Les hommes qui réussissent, et même les femmes qui réussissent au haut niveau dans le professionnel, donnent toute leur vie à leur carrière professionnelle. Ils ne le font pas à Mm. demi-mesure.
Hmm. Voilà, donc tu ne peux pas espérer travailler à moitié et avoir les résultats de celui qui travaille toute l'année H24. D'accord, effectivement. Mais on revient sur le droit à l'avortement, du coup. Exactement, voilà. Euh, L'avortement de confort, voilà, tu posais la Yes. question si elle existe. Pour moi, elle existe. Voilà. Hmm. Le fait que je sois à l'hôpital, bon, bah, pour moi, ça facilite les choses parce que je vois Hmm. un tas de choses. L'avortement de confort existe beaucoup, surtout dans la tranche d'âge entre 17 et 25 ans. Hmm. Voilà. En consultation, une bonne partie des femmes voilà, viennent et veulent un avortement. Et quand tu essayes de prober un peu dans les circonstances, bah, il n'y avait pas de préservatif, pas de pilule. Tu as des choses comme j'ai oublié, il n'a pas mis. Voilà, je pensais qu'il l'avait mis. Hmm. Voilà. Donc, la question de la responsabilité individuelle, voilà, dans l'avortement de confort, pour moi, je, je pense que l'avortement de confort devait être beaucoup plus sanctionné. Voilà. Ouh, autoritarisme, Non, autoritarisme. euh, ce n'est pas de l'autoritarisme. On ne veut pas encourager l'avortement. L'avortement est venu comme une solution à un malheur que vivaient les femmes parce qu'ils avaient déjà 5, 6 enfants et ne voulaient pas plus. S'il n'y a pas de pilule, bon, bah, je ne peux pas enchaîner 7 enfants. C'est difficile à prendre soin. Maintenant, c'est avortement parce que bon, bah, mon mec n'a pas voulu mettre le préservatif. J'ai oublié ma pilule. Voilà. Hmm. Pour moi, ça véhicule un message particulier quand l'avortement de confort prend le dessus sur bon, bah, l'avortement qui vient là parce que c'est une solution de dernier recours et c'est une urgence. Voilà. Mais tu penses que c'est un problème que les femmes ont trop facilement recours à l'avortement, du Oui, coup? oui, une vie, c'est sacré. Enfin, voilà, D'accord, ok. voilà, on Là, on devrait. part sur le champ moral et de Voilà, valeur. Hmm. euh, je voudrais, voilà, je vais partir du champ moral. Voilà, je vais dire, c'est une potentielle vie. Voilà, c'est une potentielle vie qui aurait pu être sur Terre, qui aurait pu apporter du bien, tout comme elle aurait pu apporter du mal. Voilà, toute vie n'est pas forcément, voilà, mais Oui. combien de Einstein avons-nous On a loupé? peut-être évité plein de tueurs en série avec tous ces avortements. Voilà, Donc. voilà, voilà. Mais sauf que nous ne saurons jamais si nous avons vraiment évité que des tueurs en série ou nous avons évité des génies. Mais c'est C'est surtout vrai. le message que ça véhicule, le fait que ce soit si accessible. Pour moi, on devrait rendre l'avortement beaucoup plus compliqué. Voilà. Et que, D'accord, mais du coup, pour revenir sur le terme avortement de confort, parce que moi, je t'avais dit que l'avortement de confort, c'est tous les cas d'IVG qui auraient pu être évités avec Mhm. certaines mesures au préalable, mais Oui. le terme confort, en fait, et j'expliquais que finalement, le terme avortement de confort, Mhm. ça, ça, ça implicite que les femmes qui ont recours, en fait, voilà, Mhm. elles écartent les jambes ou je sais même pas comment ça se passe. Ah Mais bah, elles le font voilà. et c'est terminé en fait. Et c'est terminé, hop, 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 elles peuvent rentrer chez elles, tout va bien. Voilà, c'est comme si elles avaient pris. Enfin, est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il y a autant de femmes qui le vivent bien? Parce que pour appeler ça avortement de confort, il faut que les conséquences après soient bénignes en fait. Conséquences psychologiques, etc. Pour que ce soit vraiment confortable, il faudrait que ce soit quelque chose de très accessible, mais aussi de très facile à vivre. Et est-ce Mais, que c'est... mais quand elles viennent pour l'avortement, elles sont déjà dans un état d'esprit particulier. Donc, ce n'est pas les conséquences secondaires de l'avortement dont elles ont peur. Elles ont peur des conséquences de ne pas avorter. Mmh, Donc, c'est vrai. la responsabilité n'est pas sur le moyen d'avortement de soulager la dame, puisque elle, son soulagement, c'est le fait que ce bébé ne Mmh, soit plus dans son ventre. d'accord, oui, c'est vrai. Et bon, on a Effectivement. 2 techniques d'avortement. Il y a la technique Aspiration d'avortement, voilà, il y a et l'aspiration la qui est faite pilule. par le médecin, et puis bon, bah voilà, il y a le médicament qui est pris Mmh, et qui a une efficacité de 95%, si je me souviens bien de mes cours. Voilà. Et comme mmh. tout médicament, ça a ses effets secondaires. Une minorité des femmes subissent ces effets secondaires. Voilà. Ça pourra saigner encore quelques temps. Voilà. En 2, 3 jours, le saignement arrête puisqu'il faut évacuer bon, bah, les cellules, le fœtus. Et puis la technique instrumentale, l'aspiration est la plus efficace. Mmh.
Voilà, elle garantit, voilà. Si on veut être axé confort, alors on prend la Ok. technique médicamenteuse parce que tu es chez Hmm. toi. Voilà, tu as besoin de personne, tu es chez toi, c'est fini. L'aspiration, bon, bah, puisqu'elle nécessite des instruments, voilà, elle peut Hmm. revenir avec des séquelles aussi. Hmm. Donc, Oui, mais ce que je voulais dire, c'est pas dire en gros que l'avortement. C'était vraiment me concentrer sur le terme et ce qu'il peut vouloir dire pour certaines personnes, en fait, ce qu'il implicite, tu vois. Et fondamentalement, dire que oui, il y a un IVG de confort, que c'est un problème parce que tu as des femmes qui avortent trop régulièrement, qui avortent trop facilement, etc., alors que ça aurait pu être évité. En fait, ça donne l'impression que c'est quelque chose, que c'est un choix super facile, en fait, que c'est un choix facile, sans conséquences. Donc oui, tu disais que les conséquences qu'elles ont choisies, que les conséquences qui vont avec l'avortement et les conséquences de ne pas de mettre fin à leur grossesse sont des conséquences qui seront beaucoup plus faciles à accepter que les conséquences de garder l'enfant. Mais quand même, c'est des conséquences quand même, et ça donne vraiment l'impression, enfin, ça minimise en fait ce qu'est un avortement. Mais en même temps, j'ai conscience qu'en disant ça, je fais passer le message que, en gros, pour que l'avortement soit légitime, il faudrait que les femmes souffrent, en fait. Il faudrait que ce soit terrible, il faudrait que ce soit traumatisant, etc. Alors que non, les femmes n'ont pas à souffrir d'un avortement pour qu'elles soient légitimes d'avorter. Mais quand même, le terme avortement, IVG de confort, je l'ai utilisé parce que c'est le terme qu'on utilise, me gêne profondément parce que ça minimise ce que les femmes vivent en fait et qui peut ne pas toujours être très 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 agréable à vivre, voire parfois traumatisant, même s'il y a des femmes qui le vivent bien, et c'est quand même important de le signaler. Et donc IVG de confort, c'est pas forcément un terme neutre en fait. C'est tout ce que je voulais bah, dire. c'est vrai que ce n'est pas neutre, mais pour moi, c'est justifié. Parce que D'accord. la raison de l'IVG, c'est du confort. La raison même de cette IVG, c'est pour procurer à la femme du confort, puisqu'elle sait et elle admet que cette grossesse aurait pu être évitée si elle Mmh. avait fait attention. Donc c'est un confort. Elle ne veut pas porter le poids d'avoir un gamin ou une gamine, donc Mmh. décide de s'en débarrasser pour son confort à elle. Ouais. Non, je suis d'accord. Effectivement, je suis d'accord. Mais du coup, pourquoi ce serait un problème, l'IVG de confort? Parce que si on, comment dire, si on met de côté le champ moral, le champ le côté valeur, valeur chrétienne ou valeur de machin, etc., voilà, toute cette valeur autour de la sacralisation de la vie, etc., pourquoi l'IVG de confort serait un problème? Est-ce que c'est au niveau financier? Pourquoi ce serait un problème, en fait? Donc, financier, ça coûte déjà pas mal, mais je ne vois pas comment on peut se distancer de la valeur de la vie. Voilà, s'il est si facile de se débarrasser d'une vie, pourquoi ne pas décider de se débarrasser d'une vie qui existe déjà? D'accord. Voilà, pour moi, la suite morale, ce serait que, bon, bah, puisque j'ai le droit, puisque la femme qui décide d'avorter, elle décide de prendre la décision pour l'individu qui est en elle, qui n'a pas de choix dans cet avortement. Hmm. Voilà, c'est C'est un pas encore un autre. individu. Ah, là, on vient dans la question centrale pour l'avortement. Quand est-ce que c'est un individu? Quelle est la Hmm. définition d'un individu? Hmm. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que ce soit à 9 mois et que ce soit à l'extérieur du ventre? Est-ce que c'est à 7 mois que le bébé est un individu? Voilà. Pourquoi ne Moi, pas je accoucher le considère que tant bébé? qu'il est à l'intérieur de la femme, cette entité de cellule Oui. a, je vais pas dire à moins d'importance, mais ne peut pas être privilégiée par rapport à celle qui le porte. Mais Voilà, c'est mon avis. voilà, c'est ton avis. Donc, voilà, voilà. Je ne peux pas argumenter contre bah, Et je un pense que c'est avis. un avis qui est partagé. C'est un avis qui est partagé et Ah, c'est c'est beaucoup moins partagé que ce que tu penses, pas surtout dans la partagé, communauté. mais disons, c'est le raisonnement qui fait que l'avortement existe aujourd'hui, en fait. C'est le raisonnement féministe, parce Ah que c'est oui, un voilà pourquoi il féministe. y a une limite d'avortement. C'est à 12 semaines de grossesse maximum. Parce que Mm. après ça, c'est considéré comme une personne légalement devant le gouvernement.
Oui, c'est vrai que c'est considéré comme une personne. Je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai que c'est considéré comme une personne. Voilà. Après 12 semaines, Effectivement. c'est un individu dont tu es en train d'abolir la vie. Mais ce qui est drôle, Ouais. est-ce que c'est drôle, c'est que l'avortement en France est quelque chose de très normalisé. Donc de mettre fin à une potentielle vie ou un potentiel individu, bon, c'est pas trop un problème en France, alors que par exemple l'euthanasie est interdit. Que des personnes qui choisissent de mourir ne peuvent pas mourir en fait. Donc c'est marrant comment Mais on sauf que sacralise la vie, en même temps on sacralise pas vraiment la vie. Enfin. la personne qui décide de mettre fin à ses vies, décide pour elle-même. Là, nous avons un Mm. individu qui décide pour un autre. Ouais. Oui, oui. Mais c'est quand même contradictoire. Je ne vois pas en quoi ce serait contradictoire. Le principe de Que le, l'individualisme voudrait que celui qui possède la vie puisse en disposer de la manière dont il veut. Le suicide existe. On ne peut pas légaliser le Ah, suicide. moi je Mais parle de vraiment d'euthanasie, pas le voilà, suicide. l'euthanasie, voilà, c'est l'administration par quelqu'un d'autre d'une mort à quelqu'un qui l'a demandé. Il y a cette notion de consentement à la mort. Mhm. Donc c'est quand même assez contradictoire qu'on ne laisse pas des personnes mourir, mais qu'on autorise l'avortement. Parce que ça part dans des dérives. Voilà, Quelle c'est surtout dérive. la peur, c'est la peur de la dérive. Voilà, il y a des gens qui disent des choses, moi, ayant été en psychiatrie, il y a des gens Mhm. qui viennent dire des choses à des médecins qui nous disent qu'ils veulent mourir. Mais une semaine plus tard, ne veulent plus mourir. Si tu D'accord. agis à la première personne qui vient te dire qu'elle veut mourir et que tu exauces ce vœu, tu es en train de faire abstraction du fait que ça aurait pu être un moment de détresse momentanée, une manifestation d'une psychose, d'une crise de panique, d'une crise de paranoïa. Et on peut pas être médecin comme ça. Enfin, même pas médecin. On ne peut pas être individu si on est capable de distribuer la mort. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ce serait quand même encadré de la même manière que l'avortement est encadré aujourd'hui. L'euthanasie pourrait Si être encadrée de l'avortement était façon. encadré aujourd'hui, comme tu le dis, nous ne parlions pas d'avortement de confort. Les dérives de l'avortement, c'est l'avortement de confort. Non, les dérives de l'avortement, ce serait de pouvoir avorter à n'importe quel terme de sa grossesse. Il y a des femmes qui le font. Oui, mais ce n'est pas légal, en tout cas en Ah oui, France. ce n'est pas légal. Tout comme Mm. on aurait des dérives pour l'euthanasie également. Et ça ne serait pas légal. D'accord, je vois où tu veux en venir. En tout cas, tu es très cohérente sur... T'es très cohérente du coup. Et moi aussi d'ailleurs, je fais preuve de beaucoup de cohérence parce que pour moi, l'euthanasie devrait être légale. Et l'avortement, bah voilà, j'ai pas de problème avec, avec Je l'avortement. n'ai Donc on pas peut... non plus de problème avec, mais la question du légal, Mm. voilà, c'est la question du légal où se pose, moi, la question pour l'euthanasie et l'avortement. Enfin, Mm. il y avait un cadre légal pour l'avortement, mais maintenant, on parle d'avortement de confort. Genre quoi, le cadre légal, est devenu expansif. Non, c'est pas le cadre légal qui est devenu expansif. C'est les C'est- raisons de l'avortement qui ne sont Voilà. pas très importantes dans la possibilité, dans l'accès à cet avortement. C'est ça qui fait qu'on appelle l'avortement de confort l'avortement de confort. C'est pas Voilà. le fait qu'on peut avorter, c'est le fait que cet avortement peut être évité, en fait. Donc le Tu vois. problème en lui-même, comme tu le signalais, ce n'est pas l'avortement. L'avortement est un symptôme d'une pathologie sociétale encore plus enracinée. Mm. Qui est Je ne sais pas, est-ce qu'on a une bonne distribution des moyens de protection? Tu parlais d'éducation sexuelle. mm. Enfin, moi, dans ma scolarité, je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est un truc aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu d'éducation sexuelle. On avait les cours des étés avec les parties génitales masculines et féminines, mais notre prof d'AZT n'avait jamais daigné nous parler de ce que c'était que ça. Moi, j'en ai eu en cinquième, mais je pense que Ah, ça doit dépendre peut-être des endroits parce que euh, j'ai grandi dans une ville où les jeunes filles font des enfants à 14 ans et en font beaucoup après. Donc, je pense ouh, que peut-être qu'on fait un peu plus de prévention dans ces endroits-là. Mais je me là, rappelle qu'en cinquième, j'ai eu un cours d'éducation sexuelle avec un livret et qui m'a énormément choquée.
parce que tu voyais des pénis de différentes tailles, etc. Et vraiment, ce livret t'expliquait tout. Et c'était vraiment un cours complet, en fait. C'est pour ça que quand on me parle de, oui, l'éducation sexuelle en France, c'est pas bien, machin, elle est pas assez complète, je me demande si c'est pas une forme de déresponsabilisation. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Donc, au pire, si tu as des questions, tu tapes sur Internet. Pourquoi toujours devoir compter sur l'État? C'est très particulier que toi, tu dises ça. Mais bon, pourquoi? Parce que j'ai eu cet accès-là. Non, parce que enfin, comme nous parlions off the record, tu es beaucoup plus pour que l'État fasse quelque chose pour les problèmes des individus. Et là, tu es en train de mettre... Là, je parle de connaissance. Ouais, mais c'est l'une des rares fois où tu mets la responsabilité sur l'individu d'aller chercher le moyen de se libérer de trouver une solution à son problème. Mais c'est une aparté. Non. C'est une abordée. Mais je tiens à préciser que ça n'a rien à voir. Donc, mais pour moi, en fait, en tout cas, l'éducation sexuelle que j'ai reçue a été pour moi satisfaisante parce que pour moi, ça a été la base pour que je puisse me documenter. Ça a été une introduction qui a été efficace. Et pour moi, ça a été la base. Et ensuite, j'ai acquéri des connaissances par moi-même. Mais cette critique sur l'éducation sexuelle en France, pour moi, c'est juste une forme de déresponsabilisation, en fait. Par contre, je ne remets pas en question que l'avortement peut être évité. Et que les hommes qui ne se sont pas protégés, qui n'ont pas pris de contraception, sont irresponsables. Pour moi, c'est irresponsable. Hein. Mais ce n'est pas pour moi un problème. Mais il devrait quand même y avoir une responsabilisation de l'individu, même si en soi, l'avortement conforme ne pose pas tant de problèmes que ça. Par contre, ça devrait être l'occasion de responsabiliser les femmes, de responsabiliser les hommes dans leur sexualité en général. La responsabilisation passe par le fait de payer le prix pour l'acte qu'on a commis. Dans l'IVG de confort, la femme qui a été irresponsable ne paye aucun prix pour son acte. C'est ça le prix à payer. Je ne comprends pas quel prix une femme devrait payer. Mais est-ce que c'est déjà responsabiliser? Non, mais est-ce que c'est déjà une comment dire, c'est pas déjà l'IVG, c'est pas déjà quelque chose qui est assez lourd, ou même si à la rigueur les femmes le vivent mieux que ce qui est dit, le simple fait en fait qu'on parle de l'IVG comme ce gros truc qui peut potentiellement traumatiser une femme, c'est déjà un prix à payer. Le stigmate social est déjà un prix à payer. Le stigmate, parce que même si c'est normalisé, tu vas pas dire à tous tes proches, peu de personnes vont avoir la liberté et de pouvoir dire à leurs proches, de pouvoir dire aux gens qu'ils ont eu recours à l'avortement, qu'elles ont eu recours à l'avortement. Donc ça, c'est déjà un prix à payer, le stigmate social. Non, il y a plein de choses que tu ne dis pas à tout le monde. Voilà, il n'y a pas que l'avortement dont tu ne peux pas parler. Donc, on ne peut pas faire cet argument, puisque je peux trouver des exemples de plein de choses qui ne sont pas mal vues, qu'on ne dit pas forcément à tout le monde. Enfin, je ne voudrais pas te mettre à raconter ton intime à tout le monde. Je ne vois pas en quoi... Certes, oui. C'est un bon argument. Tu ne penses pas qu'il y a un stigmate autour de l'avortement, autour du fait d'avoir recours à l'avortement quand même? Non, je ne pense pas qu'il y ait de stigmate particulier, puisque de toute façon... ce n'est pas quelque chose que les individus vont volontairement donner à qui que ce soit, hein, à n'importe quel étranger que l'on rencontre. Bonjour, je vous informe, j'ai 3 avortements. C'est pas obligé d'être quelque chose que tu dis, ça peut être ça, tu le dis à une amie qui le dit à... Je sais qu'il y avait un cas, je connais un cas dans mon collège où on savait très bien qu'une fille avait eu recours à l'avortement et elle se faisait complètement harceler. Après, je sais que c'est très anecdotique, mais pour moi, il y a un vrai stigmate autour de l'avortement et c'est déjà un prix à payer. Bon, comme tu as dit, c'est pour toi. Oui, mais cette notion-là de prêt à payer, en fait, toi, tu penses que là, je suis dans la subjectivité, mais toi aussi, t'es dans la subjectivité. Parce que cette notion de prix à payer, elle est très subjective déjà. Tu vois? Tu as utilisé le terme responsabiliser. La notion même de prendre ses responsabilités implique payer un prix pour l'acte commis. Si je ne paye pas de prix pour le fait que je n'ai pas révisé, alors je continuerai de ne pas réviser. Voilà, le fait que j'ai une mauvaise note me réveille le cerveau
pour que je me mette à agir différemment. Tant que quelqu'un ne paye pas le prix pour un mauvais acte commis, alors elle ne se rend pas compte que l'acte commis n'est pas bien. Donc elle poursuit. Mais c'est parce que toi, tu penses que le stigmate social n'est pas un prix à payer. Je ne dis pas cela. Je dis que ce dont tu parles en tant que stigmate social n'est pas aussi prépondérant que tu voudrais le faire penser. Il y a un stigmate social pour un tas de choses. Mais il n'y a personne qui marche dans la rue en se disant « Oh là là, ils sont en train de voir sur mon front que j'ai avorté. » Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Et pour toi, par exemple, quel devrait être un prix, en tout cas un prix un prix à payer qui permette aux personnes de se responsabiliser C'est d'avoir cet enfant. Là, ça va trop loin. Je suis désolée, ça va trop loin. Pour reprendre l'exemple de la mauvaise note, c'est comme si à la place de la mauvaise note, la personne qui n'a pas révisé, elle était bannie de l'école, quoi. Non. La conséquence directe parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je peux être bannie de l'école. La conséquence directe de ne pas réviser, c'est j'ai une mauvaise note. Si j'ai une mauvaise note, il y a des chances que je redouble. Non, ce que je ne veux pas. Je veux dire, on va dire que la conséquence, pour faire une analogie, ce serait que si tu rates un examen, c'est terminé, tu n'as plus le droit d'aller à l'école. Pour moi, c'est ça, l'analogie. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Avoir cet enfant pousse à devenir... C'est sûr, avoir un enfant responsabilise beaucoup de jeunes. Voilà. Ça responsabilise parce que tu découvres que ton existence n'est plus qu'à toi, mais que tu te dois d'élever cet enfant que tu as amené au monde. Certes, peut-être c'était une erreur, voilà, et ce n'était pas prévu. Mais maintenant, elle est là, et tu sais que si tu ne veux pas avoir un deuxième, tu sais quoi faire. C'est un peu fort de café quand même. Voilà, c'est sûr. Parce que potentiellement, vas-y. Enfin, tu as raison, c'est fort de café, mais c'est vraiment la conséquence qui ferait en sorte que les responsabilités sont prises parce que le prix à payer est devant tes yeux. Mais ce serait une conséquence qui serait désastreuse. Ah, tu es en train de dire donc que mettre un enfant au monde est désastreux? Est-ce une mauvaise chose d'avoir un enfant? Non, mais pour une personne qui n'était absolument pas prête à l'avoir, ça peut être un désastre. Si elle n'était pas prête à l'avoir, elle aurait pris les précautions pour ne pas l'avoir. D'accord. Tu veux dire dans ce monde, dans ce monde avec des conséquences, tu parles? Oui. Ouais, d'accord. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe. Non, voilà pourquoi on a des avortements de confort. Mais tu penses pas que si la conséquence était celle-ci, déjà, ce serait difficile, hein, parce que on va imaginer un monde où effectivement l'avortement serait régulé. Comment? Parce que fondamentalement, comment savoir si la personne a mis un préservatif avec son partenaire? Comment savoir si... Tu vois, il y a des choses... Comment savoir? Voilà, mais comment est-ce qu'on arrive à la notion d'avortement de confort? Il y a des femmes qui volontairement nous donnent cette information qui nous permet de savoir que cette grossesse aurait été évitée. Si tout le monde décidait de mentir et de dire que on a tout fait et ça s'est mal passé quand même, il n'y aurait pas cette notion d'avortement de confort. Cette notion existe parce que oui. Aujourd'hui, les femmes le disent, les femmes sont à l'aise de le dire parce qu'elles savent que ça ne va pas remettre en cause leur accès à l'avortement. Mais si dans un monde, effectivement... Parce que là, je parle vraiment d'un monde où, vraiment, tu vois, où l'avortement serait vraiment régulé, comment savoir, en fait? Et le problème, c'est que la dérive de cette restriction-là, c'est que, du coup, les femmes mentent, en fait. Et que, du coup, le gouvernement se dise « Ah non, peut-être qu'elle ment, donc du coup, hop, pas de droit à l'avortement. C'est terminé. » Mis à part si... c'est juste... Il n'y a pas une seule cause à un problème. Le problème de l'avortement de confort ne réside pas seulement dans le fait que les gens oublient. Il y a une culture particulière. Enfin, tu vas trouver ça quand même. Voilà. Là, ce que je vais dire, tu vas le trouver gros. Mais si on repart dans les années 60, dans les années 50, 60, 20, voilà, avant les années 70, il y avait le stigmate de la femme qui mettait au monde sans un mari ou qui mettait un monde hors mariage. Yeah. Voilà. Le nombre d'enfants non voulus à ces époques est très, 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 très basse comparé à notre monde aujourd'hui où nous avons le choix. Je ne dis pas qu'il faudrait rétablir un gouvernement religieux, mais cette décadence des mœurs
qui fait que le sexe est maintenant tellement banal qu'on peut l'obtenir de partout, de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. L'une des dérives de cette culture sexuelle libertine est que, Pardon. évidemment que le risque de tomber enceinte augmente et le risque de tomber enceinte alors que l'on ne veut pas être enceinte augmente. Voilà, donc ce n'est pas juste les femmes qui ne prennent pas leurs responsabilités comme les compagnons, c'est également le fait qu'on vit dans une culture où le sexe est tellement banalisé que si c'est si banalisé, pourquoi ne pas y avoir recours? L'âge à laquelle les femmes ont leur première expérience ne fait que réduire. Dans les années 50-60, ouais. voilà, dans les années 50-60, une fille à 15 ans ne connaissait pas ce que c'était qu'un garçon. Je sais pas, j'étais pas là dans les années 50. Ah oui, mais j'ai lu un tas de choses. Voilà, la majorité des filles perdaient leur virginité à 20 ans. Aujourd'hui, c'est à 17 ans et demi, la moyenne. Voilà, c'est beaucoup plus Bon, jeune. on est à 3 ans de moins. Personne ne veut fonder une famille à 17 ans et demi. Dans ce cas-là, en fait, de garder l'enfant, ce serait un prix à payer pour la femme, ce serait pas un prix à payer pour l'homme. Exactement. C'est sûr, c'est à la femme de prendre la responsabilité de sa sexualisation. C'est son utérus. C'est compliqué d'accuser un homme alors que tu aurais pu prendre les moyens de te protéger et d'éviter cette grossesse. Ce n'est pas l'homme qui tombe enceinte. La responsabilité n'est pas sur l'homme qui t'a mise enceinte. C'est sur toi de n'avoir pas su te protéger. Alors que je mets hormis les cas, les conséquences hormis les ne sont pas partagées. Voilà, les conséquences ne sont pas partagées équitablement parce qu'un homme n'a pas un utérus et ne subit aucune conséquence de votre coitus. Oui. Donc c'est la personne qui subira les plus grosses conséquences qui doit prendre les plus grandes précautions. Et tu penses pas que dans un monde où le prêt à payer ce serait de garder l'enfant, il y aurait des conséquences supérieures pour l'homme, enfin des conséquences qui permettraient tu vois, d'égaliser le poids des conséquences sur les deux individus, quoi. C'est ce qui avait lieu avant. Quand une fille tombait enceinte hors mariage, elle était obligée d'identifier le père de son enfant. Et le père de l'enfant était dans la majorité des cas responsabilisé. Il devait immédiatement épouser la fille. Alors, ça se passe toujours dans ma culture au Cameroun. Oui. Voilà, c'est immédiatement, il doit prendre ses responsabilités et épouser la fille. C'était direct. Maintenant, avec le monde dans lequel nous vivons, où il y a tellement de partenaires sexuels, pour certaines femmes, c'est compliqué encore parfois de nommer qui est qui. Voilà. Dans ces cas, les hommes échappent à la responsabilité. Tu vois d'où cette décadence des mœurs, elle a beaucoup plus de conséquences sévères pour la femme. Non, mais là, ça part vraiment, on va nous accuser de faire du slut-shaming et de blâmer les femmes aux mœurs sexuelles légères. Non, mais ce n'est pas du slut-shaming tant que tu ne tombes pas enceinte. Voilà, je n'ai pas de problème avec la libération sexuelle. Voilà. L'émancipation sexuelle a ses conséquences néfastes. Voilà, moi je suis personnellement, voilà, un monde dans lequel la libération sexuelle serait plus restreinte, pour moi, ce serait mieux. Mais nous vivons dans ce monde-là. Voilà, slut shaming, pour moi, non, je ne vois pas de slut shaming parce que, mais tu penses pas qu'il faudrait, parce que la nature en elle-même, la nature est très inégalitaire. L'égalité est un principe humain, en fait, mais la nature ne l'est pas. Et fondamentalement, quand une femme s'engage dans un rapport sexuel, elle s'engage dans un rapport qui est très inégalitaire. Tellement de points de vue, parce que déjà elle peut se faire agresser sexuellement, violer, parce qu'elle peut tomber enceinte, etc. Et tu penses pas que c'est au rôle de la société de permettre à ce rapport-là d'être beaucoup plus égalitaire, déjà avec les conséquences, mais aussi au niveau de la contraception, par exemple. Pourquoi ce serait fondamentalement à l'homme, à la femme, pourquoi ce serait à la femme de gérer la contraception, alors que ce rapport sexuel-là est au profit des deux personnes, normalement. Parce que c'est elle qui a le plus à perdre quand elle s'engage dans une relation sexuelle avec un homme. Tout simplement, voilà pourquoi tu parlais de responsabiliser les gens.
Tu ne vas pas me dire que tu entrerais dans une relation sexuelle avec un homme en te disant que lui a le devoir de protéger ton utérus? Tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. C'est quand même un point intéressant, même d'un point de vue, par exemple, parce qu'on parlait beaucoup de féminisme, tu parlais beaucoup de féminisme, et je trouve ça assez intéressant que finalement on ait acquis ce droit et cette possibilité de gérer notre utérus, de gérer notre fertilité comme on l'entend, parce que ce qui est vraiment génial, enfin c'est pas génial, mais c'est un fait que si dans une relation sexuelle qui mène à un enfant, si l'homme veut garder l'enfant et que la femme veut pas garder l'enfant, c'est la femme qui gagne. Donc déjà, ça c'est un pouvoir quand même, c'est un pouvoir qui existe et qui est normalisé, qui est pas vraiment normalisé, parce qu'il y a quand même des personnes qui remettent en question ce fait-là, qui remettent en question que ce soit à la femme de prendre la décision finale. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce serait à la femme d'avoir le 100% la décision? C'est ça. Ah ben voilà, avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur le fait que tu disais que la nature était inégalitaire entre les hommes et les femmes. Voilà. Il y a également des choses que subissent les hommes que les femmes ne subissent pas. Mais je reviens sur la question de la reproduction. Voilà, c'est inégalitaire. C'est nous qui pouvons porter le bébé. Et la contraception est le moyen d'égaliser tout cela. Avec la contraception, nous sommes sur le même piédestal avec les hommes. Concernant le domaine de tomber enceinte. C'est vrai. Voilà. Donc là, la contraception corrige cette inégalité de pouvoir. Oui, mais certaines féministes pourraient rétorquer qu'il y a une charge mentale de la contraception. Il y a également une charge mentale. Il n'y a pas de charge pour l'homme, parce que lui, il peut se décharger et il n'y a pas de, tu vois. Donc, sauf que personne ne peut quantifier la charge mentale. C'est très beau de sortir ce genre de terme, qu'il y a une charge mentale. Est-ce que ça a été quantifié? Est-ce que tu peux me quantifier une charge mentale? Qui te dit que la charge mentale que subit une femme lambda n'est pas égale ou inférieure à celle que subit un homme qui veut garder un enfant avec une femme qui veut avorter? Voilà. Si on ne quantifie que la charge mentale d'un côté, ce qu'on ne peut même pas quantifier d'ailleurs, c'est dans le subjectif. On ne peut pas créer des lois ou l'encadrement sur la charge mentale de qui que ce soit. Sur un principe sociologique. La deuxième... oui, la question sur est-ce que la femme devrait à 100% décider C'est ça. Est-ce que ce serait la décision de la femme qui devrait primer, qu'importe celle de son partenaire? C'est une question, voilà, ce n'est pas une question qui a une réponse concise et unique. Parce que pour moi, les situations sont différentes. Voilà, si l'homme veut prendre soin de l'enfant, voilà, et qu'il est prêt à épouser la femme en question et à reconnaître l'enfant comme le sien, c'est vrai qu'une fois de plus, la charge de porter cet enfant revient sur la femme. Et il y a différentes raisons pour lesquelles la femme ne voudrait peut-être pas porter l'enfant. Elle n'est plus amoureuse du monsieur, elle ne veut pas l'épouser, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, je ne peux pas dire à 100% que des raisons très conservatrices. Bref, oui. Continue. C'est vrai que c'est très conservateur comme raison, quoi. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Quelles sont d'autres raisons pour lesquelles elle ne voudrait pas? Elle n'est pas prête parce qu'elle veut se concentrer sur sa carrière, parce qu'elle ne veut pas un rejeton de ce gars en particulier, parce qu'elle est dans une relation avec ce gars, mais que c'est pas l'homme de sa vie, donc elle veut pas. Elle veut absolument pas se lier avec un enfant. C'est ce que j'ai dit. Elle ne veut pas l'épouser, elle n'est pas amoureuse. Oui, et si elle ne veut pas de son rejeton, ça veut dire... Déjà, j'aime pas ce terme rejeton. C'est de manière très conservatrice, en fait. Oui, je suis conservatrice sur un tas de choses. C'est vrai. Oui, c'est très récemment. J'étais très de gauche avant. Très de gauche. Même. Voilà. Mais oui, voilà, je ne pourrais pas dire qu'il faudrait qu'à 100%, parce qu'un enfant, c'est quelque chose qui se fait à deux. Voilà. Certes, la femme doit avoir beaucoup plus... ce qu'elle pense de cette grossesse doit être beaucoup plus pris en compte que ce qu'en pense l'homme, parce qu'il ne subit pas les conséquences primaires, secondaires et tertiaires de cette grossesse. Certes, au premier degré, il est le père, il devient responsable, mais au second degré, il y a ce poids, je ne sais pas si c'est un poids, il y a ce rôle qu'a la femme
aux yeux de la société que c'est elle qui va passer la majorité de son temps avec cet enfant. Ce n'est pas l'homme. Voilà. Ouais. Mais c'est une décision qui se prend à deux. Mais pour moi, bien évidemment, la balance doit pencher vers la femme, puisque c'est elle qui fera le gros du travail. Oui, mais si c'est cet pas enfant venait à naître. quantifiable. C'est Quoi pas donc? quantifiable. La balance devrait pencher vers la femme. C'est pas quantifiable. C'est C'est-à-dire, pas. qu'est-ce qui n'est pas C'est pas quantifiable? assez précis. C'est soit. Sauf les relations Parce que tu humaines. parlais justement d'inégalité. Enfin, c'est moi qui parlais d'inégalité naturelle et du fait que la contraception permettait de remettre les hommes et les femmes à égalité. Exact. Mais pour suivre, pour moi, en tout cas pour aller jusqu'au bout, c'est la femme qui devrait prendre la décision, puisque c'est son corps, etc. Donc, c'est la femme qui devrait prendre la décision finale et il n'y a pas de... Il y a pas de débat là-dessus. Bon, alors que pour moi, non. Si cet enfant était conçu avec le consentement des deux parties, voilà, pour moi, il y a des instances dans lesquelles on devrait prendre et en compte l'avis du monsieur. Si cet enfant était conçu malgré l'un ou l'autre, oui, pour moi, à 100%, c'est ce que voudrait faire la femme qui prime. Mais dans le cas où nous avons deux individus qui volontairement ont décidé de ne pas prendre des précautions, la conséquence de pas de précaution, c'est une grossesse. Voilà, je ne vois pas pourquoi ce serait juste à la femme de prendre la décision de ce qui arriverait à cet individu à naître. Parce que ça aurait plus d'impact pour elle dans sa vie, dans son corps, pourquoi je te dis dans que sa chair. La balance doit pencher vers elle, mais pas toujours. Pas toujours. Moi, les seuls cas où effectivement je pense que la balance ne devrait pas pencher vers la femme, c'est dans des cas de tromperie, mais pas de tromperie conjugale, mais vraiment où il y a une manipulation. Il y a une manipulation qui a précédé la grossesse, ou que la grossesse a été un objet de manipulation, a été manipulée, tu vois. Donc dans un cas où justement la femme n'a pas pris de contraception sans informer la personne avec qui elle était. Ce serait le seul cas où là, effectivement, la femme ne devrait pas prendre la décision pour elle-même. Et d'ailleurs, ce serait légalement, pour moi, c'est très, très moyen. Mais donc, sauf que je vois pas. Alors, je ne vois pas pourquoi elle devrait prendre la décision. Parce que dans tous les cas, c'est elle qui a le pouvoir. Elle a le pouvoir d'utiliser la contraception et elle a le pouvoir de ne pas l'utiliser. Donc, si elle décide de ne pas l'utiliser, ça veut dire que la décision ne doit pas juste lui revenir à elle. Oui, non, mais si elle décide de l'utiliser et que son partenaire le sait, ou que son partenaire n'a pas objecté quand elle lui a dit que moi j'ai pas de contraception et que le partenaire a dit moi j'ai pas envie d'utiliser de capote, bon, on le fait. Elle savait très bien que la conséquence de cela, ce serait une grossesse. Donc, je ne vois pas pourquoi elle aurait à 100% Mais c'était pas aussi intentionnel que tromper volontairement quelqu'un en lui disant je prends la pilule, ne t'inquiète pas, on ne prend pas de préservatif, ne t'inquiète pas, blablabla, bla, bla, et qu'au final, le but c'était d'être enceinte. C'est très différent. Mais la conséquence est la même. Il y a une grossesse où on a... Voilà, la conséquence est la même. Oui, mais l'intention est différente. Donc, voilà, dans l'un des cas, un individu, un partenaire n'a pas consenti ouvertement. Et dans l'autre cas, le partenaire consente ouvertement. Pour moi, c'est logique que dans le cas où le partenaire n'a pas consenti ouvertement, donc s'il apprenait la grossesse, bien évidemment, son avis doit compter s'il veut avoir un enfant, mais dans le deuxième cas également, puisque dans le deuxième cas, les deux parties sont consentants et acceptent le fait de ne pas utiliser de préservatif. Tous les deux savent que la conséquence est un enfant. Ça veut dire que tous les deux veulent un enfant à ce moment-là donné. Donc, pourquoi est-ce que... non, ça veut pas... Tu sais très bien que non. Pardon ? Tu sais très bien que non. Tu sais très bien que c'est pas ce que ça veut dire que tous les deux veulent un enfant. Tu sais très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, c'est très simple. Préservatif, pas d'enfant. Sans préservatif ou sans contraception. Voilà, disons contraception. Voilà, comme tu sais très bien que les personnes ont parfois leurs actions sont malheureusement embrumées. D'où la nécessité de responsabiliser. L'excitation sexuelle, etc. D'où la nécessité de responsabiliser les gens en les faisant porter les conséquences de leurs actes. Mais le problème, c'est que les conséquences d'une grossesse, c'est jamais égal. Voilà. Quand une femme met au monde, c'est jamais égal. Ce sera toujours beaucoup plus de conséquences pour elle, en fait. Voilà ce que nous avons consenti. Nous sommes d'accord sur cela. Voilà pourquoi la contraception
doit être utilisé par la femme qui ne veut pas d'enfant. Elle sait très bien que la conséquence pesera plus sur elle quand elle est irresponsable. Ok, Voilà, je vois. elle ne vient pas a priori sans information concernant les conséquences d'un coitus sans contraception. Voilà. Donc elle a l'information, elle décide d'en faire abstraction, elle tombe enceinte et les conséquences d'une grossesse se suivent. Mais pour moi, en fait, je pense que de la même manière que les hommes, ils peuvent tremper leur jus ou déverser leur jus un peu partout sans conséquence, je vois pas pourquoi les femmes devraient être réprimandées pour avorter sans conséquence, en fait. Tu vois. Pour moi, c'est juste une manière d'égaliser une nature qui n'est pas du tout égalitaire. Mais... Sauf l'égalisation, c'est par la contraception. Cette contraception permet l'égalisation. Nous ne voudrons pas vivre dans un monde où le taux d'avortement ne fait que croître. Dis ça pour toi. Mais tu voudrais vivre dans un monde où on te dit que 1 million d'enfants sont avortés par jour? Moi, je ne considère pas ça comme des enfants. Je ne considère pas ces entités biologiques, cellulaires, comme des enfants, en fait. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi une question Voilà une vision. Voilà, c'est une question de... Voilà. Je pense que là, on part sur le terrain des valeurs, en fait, tu vois. Ah non, on part sur le terrain de définition. Pour toi, un individu, il faudrait que ce soit hors du ventre de la mère. Voilà, pour moi, un individu, il n'existe que quand il est... ouais. Pour moi, c'est voilà. C'est ma vision des choses. Voilà. Parce que sinon, il faudra aller plus loin. Parce que si l'individu, si le bébé, il existe, c'est un individu alors qu'il est à l'intérieur du ventre, ça veut dire que il faudrait interdire la cigarette, il faudrait interdire plein de trucs que des femmes font pendant qu'elles sont enceintes et qui pourraient mettre en danger cet individu qui n'a pas choisi, tu vois. Tu vois, il faudrait beaucoup plus de mesures pour encadrer... Mais sauf que là, nous serons en train d'empiéter sur la liberté individuelle de la femme. Voilà, l'interdire de boire ou de fumer. Cette liberté-là, elle empiète sur la santé de l'individu perçu à l'intérieur de son ventre. La femme portera les conséquences de cet individu. Par exemple, l'une des conséquences du tabac, c'est l'hypotrophie. C'est-à-dire l'enfant ne grandit pas normalement, il y a des séquelles neurologiques. Puisque la femme porte la charge de la grossesse, quand cet enfant naîtra avec ses retards mentaux et physiques, elle devra payer la conséquence également. Toi, tu penses que 1 million d'avortements, d'IVG pratiqués, ce serait un désastre? Non, pour moi, ce n'est pas le chiffre l'important. D'accord. Voilà, ce n'est pas le chiffre. C'est le fait que ça peut être évité, donc on devrait minimiser. Voilà. Le fait que surtout, on peut éviter le diabète. Pardon? Je vois pas l'intérêt de cette analyse. C'est une situation indésirable qu'on pourrait éviter. D'accord. Pourquoi ne pas l'éviter? Parce que certes, les IVG pratiquées, mais au fur et à mesure de prendre des pilules pour se débarrasser, ces pilules-là sont métabolisées dans ton organisme. Qui te dit que dans le futur, après 10 IVG à la suite, tu n'aurais pas des conséquences, des anomalies hydroélectriques dans le corps? Voilà. Si c'était une action d'un claquement de doigts et que l'individu ou l'entité, comme tu l'appelles, n'existait plus, alors il n'y aurait pas vraiment d'argument contre le fait qu'une femme décide de ne pas l'avoir, à part le fait que le partenaire veuille participer à la création d'une vie. Mais sauf que ce n'est pas anodin, un avortement, comme tu l'as dit. Après, il y a des situations, il y a des rapports de pouvoir. Ah oui, voilà, je ne pars pas dans les situations détaillées où la femme est prise de force. Mais dans une relation consensuelle, la femme peut décider que ton plaisir ne passera pas au-dessus et puis tu mettras un préservatif ou bien il n'y aura pas de coitus. Arrête de dire coitus. Ah. Stop it. Non, mais au final, on est d'accord que tout est une question de responsabilisation individuelle. Exactement. On n'est juste pas d'accord sur les conséquences qui devraient être mises en place, ou pas d'ailleurs, ou s'il devrait y avoir des conséquences à des responsabilités individuelles. Vis-à-vis de l'avortement de confort. Ce terme défini même est très subjectif et très orienté politiquement quand même. Mais non, il n'est pas subjectif. Idéologiquement, pas politiquement. Il n'est pas idéologique non plus. Avortement de confort, avortement évitable. Simple. D'accord, avortement évitable, c'est mieux pour moi qu'avortement de confort. Ah, c'est beaucoup plus neutre.
C'est beaucoup plus neutre, avortement évitable. Je pense que je Ah parlerai oui, plus de ça. IVG évitable et IVG non évitable. Voilà. voilà. Oui, c'est vrai que le terme plus neutre, ce serait ça. Exact. Donc, on va Mais bon, terminer. le lexique voudrait que ce soit confort. Et je suis très très d'accord avec confort. Moi, je préfère IVG évitable. Et je pense que ça va beaucoup plus. Oui, ça va plus déresponsabiliser les femmes en question. Non, IVG évitable, c'est très responsabilisant. Tu aurais pu éviter Non. cette IVG et pourtant tu as eu recours à cette IVG. Donc voilà, ma foi, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et moi, j'ai pu donner mes opinions irrelevant, mais j'ai adoré. Mais non, c'était pas irrelevant. C'est vrai que Non, mais je plaisante. tu m'as posé la question sur qui devrait décider de voilà où est la place de l'homme dans la naissance d'un enfant. Voilà, moi c'est un truc à laquelle je réfléchirai encore après. Donc you are not irrelevant. Thank you, dear. Thank you. Donc, ma foi, c'est la fin de cet épisode. Enfin, au bout de très longtemps. Ma foi, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du podcast Copines problématiques. Ciao. Ciao.